Situé en zone libre, le département de l'Ardèche accueille beaucoup de réfugiés, principalement des Italiens, des Espagnols, qui fuient les régimes fascistes de Franco et de Mussolini. En juin 1940, au pic de l'affluence, ils sont 150 000 voire 200 000 en Ardèche. Mais le département est aussi une terre où les règles du régime de Vichy sont bien appliquées. Les étrangers et les réfugiés ont l'obligation de se déclarer en mairie. Ils sont ensuite envoyés pour la majorité d'entre eux au STO, service du travail obligatoire. Les autres sont internés dans des camps, comme celui d'Alboussière, réservés aux anciens qui ne sont plus en capacité de travailler. En 1943, de nombreux réfractaires au STO rejoignent la résistance. De même, alors que la population juive recensée est très petite en Ardèche, les actes et les paroles antisémites ont libre cours. Le sort de ces populations étrangères est particulièrement difficile. Sans connaissance, quelquefois sans pièce d'identité, ne sachant pas forcément parler le français, ces étrangers sont les plus vulnérables et les plus touchés. L'Ardèche, terre d'accueil, protège des Juifs et 53 citoyens ont mis leur vie en danger pour les protéger. Ces citoyens sont nommés les justes parmi les nations par l'État d'Israël à partir de 1953. Le village n'a pas été épargné par cette guerre. Certaines familles sont obligées de modifier leur mode de vie, comme par exemple lors de la démobilisation d'un père en juin 1940. Son épouse se voit dans l'obligation de déménager à La Voulte-sur-Rhône avec ses 4 enfants pour aller travailler chez Chambon à la fabrique de grenades. Lorsque le papa reviendra, il prendra la place de son épouse, tandis que la famille revient dans notre village. Comme partout en France, des tickets de rationnement sont distribués aux habitants de Charles sous forme de 3 catégories. Un ticket pour les bébés qui donnait droit au lait, un pour les enfants et un pour les personnes de plus de 13 ans qui donnait droit à 350 grammes de pain très lourd, donc cela en faisait peu. Chaque mois, les tickets changeaient de couleur. Les commerçants devaient coller tous les tickets sur de grandes grilles qu'ils remettent ensuite aux autorités. Ces tickets ont perduré même après la guerre en 1947 et 1948. En plus du rationnement alimentaire, des perquisitions ont eu lieu en matériel qui pouvait servir à l'occupant, comme par exemple du matériel agricole, du carburant, des moyens de transport, etc. Bonjour Monsieur Fouquet, êtes-vous natif de Charles? Oui. Où habite-t-il? Où j'habite maintenant, c'est-à-dire que je suis né en 667 rue de la Forêt, où j'habite toujours. D'accord. Je n'ai pas déménagé. Est-ce qu'il y avait une entraide d'un village, particulièrement dans les fermes, où les hommes étaient partis? Écoute, tous ceux qui étaient en âge de faire quelque chose, des jeunes, pas d'enfants, on a été mobilisés, on les a pris pour les envoyer en Allemagne. Les écrits du père Malos nous informent que la salle paroissiale avait été réquisitionnée pour accueillir des réfugiés lorrains. En avez-vous des souvenirs? Oui, c'est-à-dire, comme ils sont arrivés en nombre, il fallait bien les loger quelque part, alors c'était pas organisé.
Et après, ben, on les a fait un peu partout, quoi. Et oui. À la maison, ben, il était devenu une famille. Oui. Monsieur et Madame Simon. À cette époque, est-ce qu'ils ont réquisitionné des maisons? Ils auraient dit. Réquisitionné. Ah ben oui, lui, n'importe comment il ne se gênait pas. Hein. S'il avait envie d'un bâtiment, n'importe, pour loger la famille, loger la personne, il ne fallait, il ne demandait rien à personne. Vous savez lesquels ils ont réquisitionné? Je ne veux pas dire. Certains habitants ont quitté leur maison pour se réfugier dans la campagne. Oui. Vous souvenez-vous de ces faits? Oui, il y en avait beaucoup. D'abord, où il y avait des jeunes gens, eh bien, on partait, quoi. Nos parents nous expliquaient à voir où ils trouvaient, quoi. Moi, chez moi, il y avait ma famille et ma femme, ils allaient vers nous, puis on avait des familles là-haut. On allait là-haut. Est-ce que vous alliez à l'école? Parce que vous aviez 10 ans. Oui. Vous alliez à l'école où? À Charmes. Oui, à Charmes. Laquelle école? Ben, je suis allé d'abord à l'école Lucien, Oui, l'école privée. privée, et puis après, je suis allé à l'école sur la route là-bas. Avec les Acacias. Vous étiez combien dans votre famille? Combien d'enfants vous étiez? Ben, normalement, on était 6. Ah oui. Vous étiez le plus jeune? J'étais le plus jeune. Voilà. Et mon frère, qui était diplomatiste, c'est l'aîné. Et lui, il avait quel âge quand il a été tué? Comment? Il avait quel âge? 20 ans. 20 ans. Vous avez dit le prénom? Louis. Louis. Il est au monument au bord, hein. Vous avez des souvenirs des activités qu'il y avait sur la voie ferrée, les trains, tout ça, comment ça se passait à la gare? À Charmes? Oui. Eh bien, d'abord, premièrement, il y avait des gens, des anciens, qui prenaient la nuit, ils prenaient des tours de garde. Alors ils prenaient des tours de garde, c'était pour surveiller les voies, pour surveiller ce qu'il y avait, le matériel qu'il y avait. Oui, et puis de manière, quand les Allemands ils passaient avec des trains à eux, quoi, Oui. de manière qu'on ne les fasse pas sauter, quoi, pour les protéger. D'accord. Et oui, parce que les maquis, en tout temps, ben, ils posaient des bombes. Pour en revenir au chemin de fer, est-ce qu'il y a eu un moment où le chemin de fer a été bombardé ou Oui. sur Charmes? Sur Charmes, il y a eu des trains à erreur qui nous ont bombardés, ils croyaient que c'était des Allemands, et c'était des transports de bestiaux vers la hauteur du Derne, par là. C'est là qu'il y a un train d'animaux qui ont été bombardés, et les animaux, ils sont partis un peu dans la campagne, un peu partout. Point de leur milieu. Et là, c'était les Américains, là, quand c'est les... Oui, ils sont rentrés. C'est les Américains qui... Voilà. Ah, d'accord. Les résistants, Rotisson, ils étaient dans une ferme ou ils étaient carrément dans la nature? À Rotisson? Oui. Oh, il y avait des fermes où ils étaient, alors oui. Il y avait des fermes. Comment vous savez dans quelles circonstances votre frère Louis est décédé? Ben, écoutez, il a été blessé d'abord, parce qu'il était 4 5 qui allaient voir cette ferme-là, la ferme de M. Mercier, hein, et mon frère a été en tête. Les Allemands, ils ont vu, bon, c'est des maquisards, à l'écran, à tir. Mon frère a été blessé, les autres sont partis, bien sûr. Alors ils l'ont récupéré, ils l'ont mis dans la ferme Mercier. Hein? Mais là, il n'était pas mort prodigal. Et il est resté là, et puis ils ont mis pour ainsi dire, cette équipe qui l'ont blessé, ils sont partis, ils ont continué, ils ont fait leur chemin. Et après, il en est revenu d'autres. D'autres, ils étaient sous, soi-disant. Ils l'ont achevé. Et ils l'ont achevé, puis ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu à la ferme. Et ça, c'était où? À la roche. Ah oui, c'est ça. Pas loin de la voie qu'il y avait. D'accord.
Pendant l'été de 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, une colonie de vacances à Charmes-sur-Rhône a joué un rôle exceptionnel en offrant un accueil chaleureux à de nombreux enfants juifs. Ce refuge, organisé par la Société des Amis Quakers français, symbolisait l'espoir et la tolérance au milieu de l'obscurité de la guerre. Les Quakers, en prêchant la paix et la solidarité, ont ouvert leurs bras aux familles juives persécutées, créant ainsi un environnement où les enfants pouvaient vivre des moments d'insouciance malgré le contexte troublé de l'époque. Monsieur René Chasteleux se souvient avec émotion de son séjour à la colonie de vacances de Charmes, où sa mère était la directrice. Son visage s'illumine en évoquant les étés ensoleillés de son enfance, passés au cœur de ce village ardéchois. La colonie était un endroit spécial où régnait une atmosphère de chaleur, d'encouragement et d'innocence, malgré le contexte difficile de la Seconde Guerre mondiale. Je m'appelle René, je suis né en 1933 au mois de mai et je vais vous raconter mon histoire pendant la guerre 39-45. Donc je suis né à Paris et en 1939, donc j'avais 6 ans, on habitait une cité HLM au Plessis-Robinson dans la région parisienne avec ma sœur et mes parents. Pendant l'été 1939, nous allons en vacances en Bretagne, ma mère, ma sœur et moi. Mon père nous y conduit en voiture. Nous logeons dans une petite maison isolée du village de Tréflès, non loin de Brignogan et pas loin de la mer où nous irons souvent nous baigner. Le 3 septembre 1939, c'est la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne. Mes parents décident que nous resterons en Bretagne avec ma mère. Je fais donc ma première année en primaire dans l'école d'un petit village de Bretagne avec les enfants qui parlent un peu en breton. L'hiver sera rude. Il n'y a pas de chauffage dans la maison, sauf autour de la cuisinière. Et le soir, nous montons nous coucher, éclairés à la chandelle, avec une brique chaude pour chauffer le lit. Le 22 juin 1940, c'est l'armistice. Nous rentrons à Paris, ou plus exactement chez mes grands-parents qui habitent à Nanterre. La grande école qui se trouve 500 mètres de la maison a été bombardée juste avant que nous revenions. Une bombe est tombée sur les abris, il y a eu des morts. À la fin du mois de juin, nous quittons la région parisienne en train pour l'Ardèche. Nous allons au village de Charmes-sur-Rhône où ma mère va diriger une maison d'enfants accueillant des enfants juifs et financée par la Croix-Rouge américaine et le Secours Quaker. Il y a une douzaine d'enfants dans la colonie, plus ma sœur et moi. Pendant tout l'été, nous faisons des promenades et des baignades dans les torrents, surtout vers Saint-Georges-les-Bains, dans le Tourzon, et au retour, nous passons parfois chez les agriculteurs du pays pour avoir quelques fruits et légumes et des fromages de chèvre. Cet été-là, les pêches avaient été ramassées, mais elles n'avaient plus de transport. Et les cagettes pleines restaient au bord du chemin. On pouvait se servir et j'ai jamais mangé d'aussi bonne pêche. Bien sûr, l'année scolaire reprendra dans une nouvelle école avec des enfants qui parlent et comptent en provençal, 70, 90. L'école était au bord de la Nationale et un jour, le maréchal Pétain a traversé le village en voiture avec toute son escorte. Les enfants de l'école l'acclamaient sur le bord du trottoir en chantant « Maréchal, nous voilà ». La colonie avait des contacts fréquents avec le temple de Charmes. Ma mère était protestante très pratiquante. À cette époque, le pasteur était Louis Dallière, qui a été honoré comme juste de la France, ainsi que son épouse Marie Beugner. La famille Beugner était très influente dans le protestantisme parisien et même national. C'est peut-être le lien qui a fait que ma mère a été retenue pour cette mission. À côté de la colonie, il y avait une maison de retraite qui s'appelait Béthanie.
et qui avait aussi des liens avec le temple. La directrice s'appelait mademoiselle Paradon. Nous y allions souvent, car il y avait une pensionnaire, mademoiselle Barry, qui nous faisait chanter. Cette personne était aussi une artiste en dessin. Elle faisait des pastels et j'en ai conservé 2 exemplaires. La colonie disposait d'une cuisinière qui était une femme du ménage, du village. Il y avait aussi une nitrice qui aidait ma mère pour s'occuper des enfants. Et plus tard, mon père nous a rejoints également à la colonie. Alors là, je vais passer à un deuxième volet qui était Saint-Péray. Donc au printemps 1942, la colonie déménage à Saint-Péray, toujours en Ardèche, dans une dépendance du château de Beauregard. Elle va s'agrandir pour héberger des petits Marseillais ainsi que des enfants venant de Nice et de Lyon, afin de noyer dans la masse les enfants juifs, car les Allemands vont passer la ligne de démarcation et envahir le sud de la France. Mon frère Pierre vient au monde en septembre 1943. Mon père, qui fait de la résistance, échappe de peu à une descente des Allemands dans la colonie. Il va rejoindre le maquis de l'Ardèche et, fin 1943, nous devrons aussi partir, séparés de ma mère et placés dans une famille à Privas, puis en 1944, pensionnaires, dans une école à Vernoux, où nous avons dû changer de nom. En été 1944, nous rejoignons notre mère qui habite près d'Alboussière, entre Vernoux et Saint-Péray. Après le débarquement des Alliés, en août 1944, en Provence, nous entendons le bruit des canonnades des chars et les avions qui remontent la vallée du Rhône. À la fin de l'été, mon père, que je n'ai pas vu depuis 1 an, passe nous voir à Alboussière. Il descend à Marseille pour faire les papiers de démobilisation de sa compagnie du maquis et pour clore le dossier de la colonie de Saint-Péray. Il me propose de l'accompagner. Nous sommes partis en stop sur des routes défoncées par la guerre et en utilisant les camions des maraîchers et les transports militaires. Il y avait beaucoup de carcasses, de camions et de chars détruits le long de la route. À Marseille, pendant que mon père réglait ses problèmes administratifs, je me baignais sur la plage avec, au bout du vieux port, le pont transbordeur à moitié détruit. Nous ferons la rentrée 1944 à la pension de Vernoux, et c'est là qu'en 1945, nous fêterons l'armistice. Je ferai la rentrée 1945 en pension au Collège technique de Valence, et j'y resterai 2 ans. La guerre est finie, mais il y a toujours des restrictions, des tickets de pain, de viande, de sucre. Chaque matin, on nous donne la ration de pain pour la journée. En 1946, ma mère et ma sœur vont à la Voulte, dans une maison de l'armée du salut, où ma mère va travailler. J'y vais aussi pour les grandes vacances, avant de reprendre une 2e année à Valence. En 1947, ma mère et ma sœur retournent à Nanterre, chez mes grands-parents, et je passerai l'été dans une ferme en haut d'Ardèche, vers Alboussière, pour garder les vaches et participer aux travaux agricoles. À la fin de l'été, je monterai seul à Paris dans un train surchargé pour rejoindre ma famille. Comme nous l'indique M. Chasteleux dans son interview, la famille Bugner a joué un rôle important dans le protestantisme français et même national. Le pasteur et théologien Marc Bugner, 1881-1970, était le cousin germain de Marie-Caroline Bugner, épouse du pasteur Louis Dallière. Marc Bugner a courageusement cherché à améliorer le destin des Juifs, même au périple de sa vie. Il a défendu et sauvé de nombreux Juifs et réfugiés politiques. Sa détermination à lutter contre l'injustice a été un acte d'héroïsme incontestable, comme nous le prouve sa lettre du 20 août 1942 adressée au maréchal Pétain. Nîmes, le 20 août 1942. Monsieur le maréchal,
Lorsque vous m'avez fait l'honneur de me recevoir le 27 juin dernier, j'ai remis entre vos mains la lettre par laquelle le Conseil de la Fédération protestante de France confiait à votre cœur de chrétien et de soldat la douleur et l'émotion éprouvées par les églises protestantes devant les nouvelles mesures prises en zone occupée à l'égard des Juifs et des chrétiens maintenus juifs par la loi. Je me vois contraint, hélas, de vous écrire aujourd'hui au nom de ce même Conseil pour vous exprimer l'indicible tristesse que ressentent nos églises à la nouvelle des décisions prises par le gouvernement français à l'encontre des Juifs étrangers, convertis ou non au christianisme, et à la manière dont elles sont exécutées. Aucun Français ne peut demeurer insensible à ce qui se passe depuis le 2 août dans les camps d'hébergement et d'internement. On apprendra, on le sait, que la France ne fait que de rendre à l'Allemagne des Juifs que celle-ci a envoyés en automne 1940. La vérité est que viennent d'être livrés à l'Allemagne des hommes et des femmes réfugiés en France pour des motifs politiques ou religieux et dont plusieurs savent d'avance le sort terrible qui les attend. Le christianisme avait jusqu'à présent inspiré aux nations, à la France en particulier, le respect sacré du droit d'asile. Les églises chrétiennes, quelle qu'elle soit la diversité de leur confession, seraient infidèles à leur vocation première si elles n'élevaient devant l'abandon de ce principe leur douloureuse protestation. Je suis obligé d'ajouter, monsieur le maréchal, que la livraison de ces malheureux étrangers s'est effectuée en main en droit dans des conditions d'inhumanité qui ont révolté les consciences les plus endurcies et arraché les larmes aux témoins de ces mesures. Parqués dans des wagons de marchandises, sans aucun souci de l'hygiène, les étrangers désignés pour partir ont été traités comme du bétail. Les Quakers, qui font tout pour ceux qui souffrent sur notre sol, se sont vus refuser l'autorisation de les ravitailler à Lyon. Le consistoire israélite n'aurait pas été autorisé à leur distribuer quelques vivres. Le respect de la personne humaine que vous avez tenu à sacrer dans la Constitution dont vous voulez doter la France a été maintes fois foulé aux pieds. Ici encore, les églises sont tenues de s'élever contre une si grave méconnaissance par l'État de ses indéniables responsabilités. Le Conseil de la Fédération protestante en appelle à votre autorité pour que les méthodes entièrement différentes soient introduites dans le traitement des étrangers juifs de race, chrétiens ou non de religion, dont la livraison a été consentie. Aucune défaite, vous nous l'avez rappelé vous-même, ne peut contraindre la France à laisser porter atteinte à son honneur. La fidélité obstinée de la France, même et surtout dans les journées tragiques qu'elle vit depuis 2 ans, a ses traditions de générosité humaine et de noblesse spirituelle, reste une des causes essentielles du respect que continuent de lui vouer certaines nations. Vice-président du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes, qui groupe toutes les grandes églises en dehors de l'Église catholique romaine,
je ne puis pas ne vous faire part de l'émotion profonde éprouvée par les églises de Suisse, de Suède, des États-Unis, à la nouvelle connue déjà dans le monde entier de ce qui s'accomplit en ce moment en France. Je vous supplie, monsieur le maréchal, d'imposer des mesures indispensables pour que la France ne s'inflige pas à elle-même une défaite morale dont le poids sera incalculable. Veuillez agréer, monsieur le maréchal, l'assurance de ma profonde tristesse et de mon entier dévouement. Signé Marc Bockner. Le travail au moulin et moulinage. Le dernier moulin en activité, durant la guerre de 1939-45, est le moulin du Pied, appartenant au meunier M. Antoine Robert. Ce moulin se trouve sur la commune de Saint-Georges-les-Bains, mais son accès se fait par la commune de Charmes, actuellement la rue du Moulin. Il fournit la farine et le gruau aux habitants du village ainsi qu'aux communes avoisinantes. Le rationnement de la mouture des céréales pour les animaux n'est pas limité, mais par contre, un droit de moudre le blé est accordé aux récoltants. La quantité de farine attribuée correspond au nombre de personnes résidentes au foyer et le surplus est réquisitionné par l'occupant. Les agriculteurs apportent leurs grains au moulin et doivent donner au meunier un laissez-passer qu'ils se procurent à la recette buraliste. Sur le laissez-passer, le meunier doit mentionner les grains transportés, l'heure du départ du domicile de la personne et le temps prévu pour le parcours. Quelquefois, les règles de rationnement étaient oubliées par le meunier. Cette période sombre de la guerre n'a pas dû faciliter la vie du meunier, qui a fait fonctionner son moulin jusqu'en 1962. Une autre activité a marqué la vie du village, le moulinage de Bellevue. Cette usine, sous la direction de M. Louis Bourgeois, puis de son frère Germain à partir de 1942, s'est orientée pendant la guerre sur la fabrication de parachutes en soie naturelle. Cette activité permet à plusieurs familles du village et des alentours d'avoir un revenu. Les horaires de travail en équipe se sont mis en place durant cette période. Les ouvrières travaillaient une semaine de 4 heures du matin à 13 heures et une semaine de 13 heures à 22 heures, avec une demi-heure de pause et du lundi au samedi compris. En période de grosses commandes, les journées pouvaient être de 12 heures de travail. En remontant du sud en 1944, les Allemands s'installent à Charmes et le 15 août, certains soldats se rendent à l'usine de M. Bourgeois. À leur arrivée, la famille du directeur se cache à l'endroit où se trouvait la turbine de l'usine et y est resté 36 heures avant d'en sortir. Pendant ce temps, leur logement est pillé par les Allemands et le directeur, leur refusant l'entrée de son usine, est fusillé devant la porte. Une grenade est déposée à côté du corps pour faire croire que les maquisards étaient responsables de cette mort. Les écoles ont continué de fonctionner pendant cette guerre et se sont adaptées aux restrictions imposées. Les moyens de transport ayant été réquisitionnés en 1940, l'instituteur, M. Paul Payat,
a emmené à la Voulte-sur-Rhône, dans sa propre voiture, les 7 élèves pour qu'ils puissent passer leur certificat d'études. L'école privée Sainte-Colombe n'est pas épargnée par la guerre de 39-45. Les élèves apportent leur pain pour cause de rationnement. À l'été 1944, un bombardement a endommagé les locaux. Le 7 août, sœur Alfonsia, enseignante des grands, et sœur Marcella Marie, cuisinière et intendante, quittent les lieux et se réfugient à Planas, sur le chemin de Jonchère. Le curé du moulin, sa bonne, et la directrice, sœur Honorius, sont maltraités par les Allemands. Le 15 août, cette dernière rejoint les religieuses à Planas. La maison d'école est fouillée et occupée par plus de 50 Mongols, prisonniers allemands originaires des républiques soviétiques, du Caucase ou d'Asie centrale, que la Wehrmacht utilisait comme des mercenaires. Ils quittent les lieux en emportant 4 couvertures de laine et 4 couvre-pieds. Les religieuses peuvent enfin retrouver leur établissement au début du mois de septembre. À Charmes, le pasteur et son épouse du cours Isaac Homel, monsieur et madame Dallière, ont reçu chacun le titre posthume de Juste parmi les nations pour leurs actions en faveur des Juifs. En 1944, un Allemand s'est rendu à l'école du cours Isaac Homel. Il cherchait une professeure juive, mademoiselle Doucia, Anne de son vrai nom, Trachtenberg. Madame Dallière a reçu cet Allemand, mais heureusement, l'enseignante n'était pas à l'école ce jour-là. Le soldat est revenu le lendemain, mais entre-temps, le couple Dallière avait caché dans une famille au quartier de Mirabel, mademoiselle Doucia, qui n'a jamais été arrêtée. Les Allemands faisaient des perquisitions partout. Alors, une fois, mon frère avait un paquet de, comme ça, qui devait faire 5 ou 6 kilos de plastique pour faire sortir les voies. Alors, c'était le maquis qui ne savait pas où le mettre, alors mon frère l'avait placé. Alors, quand il a vu qu'il y avait les Allemands, tout ça, quoi, il me dit, va vite sur le placard, sur le hangar, il m'a dit ce que c'était, quoi. Alors moi je l'ai pris, puis je suis parti, quand je suis sorti de la cour pour aller le fichier au fond, les Allemands étaient déjà là, je leur suis passé à 2 mètres avec le truc dans les mains. Ils se sont pas méfiés de gamin. Ils ne s'en sont pas aperçus, mais s'ils avaient su, ils voulaient le village. Parce qu'ils avaient dit que si la voie ressortait, Saint-Georges, par Saint-Georges au Beauchastel, Charmes et Soyon, les 3 villages y passaient. Ils voulaient. Ah oui. Et puis alors, peut-être le même jour, ou je ne sais pas quoi, enfin ça répète. Alors, nous autres, on avait déjà préparé pour le cheval et puis le rebord qu'on avait, un matelas et puis des affaires, tout. Alors quand ça a porté, les salades, c'était 5 heures du soir, on est parti pour aller sur Toulouse, chez Léora, Châtelet. Alors tout ça, ça se foutait de notre figure parce qu'on partait, on avait peur. Mais le soir, quand les Allemands sont venus pour voler, soi-disant, le village, il n'y avait plus personne. Alors ils n'ont pas bougé le village, parce que ce n'est pas les pires qui voulaient bouger. C'était les gens. Oui, bien sûr. Et ils sont jamais montés sur la montagne, les Allemands, parce qu'ils avaient peur du maquis. Ah, d'accord. D'accord. Dans le coin là, de Charmes, il y avait des maquisards qui étaient à Rôtisson, sur Saint-Georges. sur Saint-Georges. J'étais en montagne, quoi. Mon papa, il était le père lourd. Il s'amène avec sa camionnette, parce qu'il fallait qu'il livre 100 kilos de sel pour l'État, quoi. Alors il amenait comme on tenait à coopérative. Alors il vient avec sa voiture, sa camionnette, et il met le sac de veau, puis
il vient voir, alors j'étais seul. Et son frère n'était pas venu parce qu'il avait peur d'être pris par les Allemands, quoi, comme il était en maquise. Alors je le prends sur le dos, puis je le traîne au silo là-bas, je le pose, et on le pèse, 135 kilos. Il avait. Et parce que mon frère lui avait dit, tu remplis le sac, ça fait que je prendrai les 100 kilos que tu dois, et le reste je te ferai des gruaux. Alors il a changé le seigle à Remblai, quoi, et puis on avait fait des gruaux. Bon, c'était un ordre de vie à l'époque. Donc ces silos se trouvaient exactement où? À côté de la gare? La gare, oui. À côté de la gare. Il y a des bâtiments désaffectés vers la gare, des grands bâtiments. C'était là leur silo. D'accord. D'accord. Ça allait de la gare jusqu'au parking quoi, de la poste. Ah, oui, d'accord. Parce qu'il y avait eu une fois, c'est un wagon qui s'arrête à la gare de Charles. C'était un truc allemand, c'est avec des munitions. Oui, c'était pas une camion, C'est le maquis qui l'avait détourné, il devait aller à Charmes sur l'Airbus, et il avait détourné à Charmes. Ah, il devait aller à Charmes sur Airbus. Sur l'Airbus, hein. D'accord. Alors il y avait deux Allemands quoi, qui étaient pour surveiller les trucs et tout ça. Alors les pauvres diables, ils n'avaient rien pour manger. Et là, entre Charmes et Soyon, il y avait une dizaine d'Allemands en détachement. Quoi. Et ils n'ont jamais voulu les prendre pour les faire manger ni rien. Alors c'était l'époque où il y avait l'alambic qui était, la peine votre moulin qui était d'en bas. Quoi. Alors là, les gens venaient faire l'agneau, là. Mais tout ça apportait quelque chose quoi, pour manger. Alors comme il y en avait toujours trop, puis alors, ils tenaient manger ça, alors ils étaient contents. Quoi. Alors de la faire, ils venaient tout le temps pour manger. Et puis alors, il leur payait la goutte. Et une fois, je sais que j'y étais, parce que comme c'était pas là, on était toujours au silo, on était à l'amique pour voir ce qui s'est passé. On ne buvait pas l'agneau, nous autres. Mais là, l'eau de vie commençait à couler, elle était à 60, c'est pas plus. Et le cours est rempli de petits verres de gnôle. Ces verres qui sont comme ça, puis il y a un gramme à fond. Alors il est rempli, c'était alors qu'il commençait l'eau de vie. Alors il le donne aux Allemands. Alors il le prend, et puis ils ont pu ça d'un couteau et de l'ensemble. Après il était là, bouche ouverte, il ne pouvait plus parler. Il avait le feu à la bouche. Mais c'était deux pauvres diables parce qu'ils accompagnaient un wagon de munitions, même si c'était des Allemands. Donc les gens les faisaient manger, quoi. Donc j'étais un peu content. Est-ce qu'à Charmes, pendant la guerre, vous avez souffert du manque de nourriture ou comme c'était quand même un village? Ben oui, mais nous autres, on ne manquait pas trop, non, il y avait Non, pas trop de... pas dans les villages, moins dans les villages. Parce qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs aussi, Oui. donc ils avaient les récoltes. Voilà. À Charmes, comme dans tous les villages, les habitants ont des difficultés pour se ravitailler en matériaux de toutes sortes, comme par exemple le ciment, alors que la cimenterie Lafarge-Valette-Vialard est à quelques kilomètres au sud. La majorité de la production de ciment s'en va par train rejoindre l'Allemagne. À l'occasion d'un bombardement par l'aviation américaine dans l'été 1944, la ligne SNCF entre Beauchastel et Charmes est endommagée. Les trains transportant des sacs de ciment ne pouvant plus atteindre leur destination, les autorités allemandes réquisitionnent les propriétaires de camions et de camionnettes pour transporter le précieux chargement. Parmi eux se trouve Antoine Robert, le meunier. Des habitants du village lui demandent alors de leur récupérer quelques sacs de ciment, mais les Allemands comptent scrupuleusement chaque sac. À la fin de la journée, Antoine Robert, le meunier et ses amis se retrouvent bredouilles, constatant que les Allemands ont l'œil pour tout. Abattus, ils décident finalement de détourner un camion entier, car les véhicules ne sont pas comptés. Les Allemands sont venus à Charmes. Les Allemands? Oui, ils sont... Oh oui, Excusez-moi. ils nous ont pas manqué. Ils nous ont pas manqué.
Et même quand c'était interdit d'écouter le poste anglais, et j'avais ma tante à côté qui le faisait hurler. Quand elle était jeune, elle avait eu la poliomyélite, alors elle était restée boiteuse un peu. Elle avait sa canne pour marcher. Alors elle disait, qu'est-ce que vous voulez quand ils entendent taper au volet? Et ils disaient, dans leur charabia, qu'il fallait qu'elle arrête. Elle le mettait plus fort. Alors en temps plein, il faisait ouvrir la porte de son couloir. Elle sortait dans le couloir, elle disait, qu'est-ce que vous voulez? Vous éteignez le poste, ça me tient compagnie. Allez, faites-le moi hurler au moins. Ils se chipotaient, puis après ils partaient. Là. Mais il y en avait qui étaient plus mauvais que d'autres, des Allemands. Ah oui, t'en avais qui passaient pas comme ça. Hein. Puis, moi je m'en fous, j'avais un laissez-passer. Hein. Alors, parce que tu étais infirmière. Voilà. Alors, quand il y avait eu le bombardement, là, à minuit, sur le grand tournant de Saint-Georges, là-haut, il y a un type qui avait eu une balle dans l'épaule. Et la balle l'avait traversé, mais ça saignait tellement. Alors, ils sont venus à la mairie, on m'a dit de monter là-haut pour le soigner, cet homme. Et bon, je l'ai soigné, puis l'hémorragie s'est un peu arrêtée. Le temps, j'y suis restée, le temps qu'il y ait un docteur qui arrive quand même. Puis quelqu'un est venu pour le soigner, alors j'ai pu redescendre. Mais tu sais, quand c'est 1h, 2h du matin, pardon. Ah oui. Les laissez-passer, ils étaient donnés par qui? Les laissez-passer? Oui, c'était par la mairie. C'était la mairie qui les fournissait. Oui, c'était la mairie. D'accord. Et vous étiez nombreux à Charmes à en avoir? J'en sais rien. Oh, il devait bien y avoir quelques personnes. Les personnes qui donnaient les soins. Les Allemands, ils dormaient où? Ou dans la villa entre Charmes et Soyons. Il y avait une villa, là où il y avait l'ancien tombeau. Oui, chez Fiche. Oui, c'est chez Fiche. Il logeait là, je crois. Chemin de Clairfond. Chemin de Clairfond. Chemin de Clairfond. À Clairfond. Il réquisitionnait? Il y avait, non, ça c'était le contrôle économique qui passait pour regarder dans les maisons ce que tu avais, combien tu étais de personnes, et s'ils trouvaient qu'il y en avait davantage que ce que tu avais en stock, quand ils arrivaient. Mais oui, mais ils venaient des fois à la maison. Ah, mais le soir, après le couvre-feu, ils couraient dans les rues. Alors quand les jeunes qui faisaient des fois, ils se réunissaient toujours là en face de la maison, vers chez Jeunesse. Et alors il y en avait un qui criait « Les boches !» Tout ça s'éparpillait, tu voyais plus personne. Ils faisaient des croix de Lorraine sur les maisons. Alors les boches avaient fait dire que si au bout d'un quart d'heure, ces croix de Lorraine n'étaient pas effacées, ils allaient prendre des otages. Alors il y avait Mademoiselle Norbert qui était une fille du Nord là, qui parlait l'allemand comme eux. Heureusement, oh là, elle nous a sauvé la vie souvent. Alors elle est vite courue dans le village pour leur dire effacez vite vos croix de Lorraine. Alors tout ça était en train de passer. Et puis alors, il y en a qui ont dit, mon Dieu, à l'église, et qu'il y en a de partout, qu'est-ce que ça va faire? Ils vont y mettre le feu. Alors, il y en avait qui étaient bien d'accord avec le curé, mais d'autres qui trouvaient qu'ils criaient pas assez contre les boches, mais le curé ne disait rien. Alors il disait, tant pis, eh bien s'ils embarquent, ils embarqueront. Et bien alors, le curé montait à son grenier pour voir toujours s'il voyait dans les rues, et qu'après il y avait un quart de Mongols qui était arrivé, qui occupait les rues. Oh là là, maman a juste eu le temps de fermer ses volets, une balle dans les volets. Il y en a eu beaucoup de jeunes qui ont été appelés pour faire le STO à Charmes. Eh ben, pour le faire, le jour où mon frère est parti de Charmes pour aller à Valence, pour aller au STO.
Ce jour-là, ils étaient 3 à Charmes. Il y avait Jean, il y avait le petit Chazal et le fils d'une Lorraine qui était venu se réfugier à Charmes. Mais parce qu'alors, Mais ils sont partis à Valence, mais quand ils sont arrivés à Valence, hein, il y avait des jeunes qui les empêchaient de partir. Ah, voilà. Alors, donc il est revenu et il se cachait. Parce qu'ils vous ont mis, parce qu'on leur avait dit que s'ils partaient, il y a 3 prisonniers qui seraient libérés. Ils pensez voir une fois que vous êtes partis, vous êtes dans la grande circulation et au revoir. Alors, eux, ils n'étaient pas partis, ils sont revenus. D'accord. Et c'est là qu'ils se sont cachés, les uns et les autres. D'accord. Voilà. Vous hébergiez des Lorrains. Les Lorrains, au début, on les a fait manger. C'est tout, parce qu'il y avait 2 familles. Alors après, c'est la commune qui leur a trouvé un logement. Voilà, mais pendant quelques temps, ils sont venus manger. Qu'est-ce qu'il fallait où c'est qu'il fallait qu'ils aillent? Il n'y avait que la salle d'œuvre. Alors là-bas, la salle d'œuvre, il y avait mis des lits, des planches simplement qu'ils avaient clouées. Il y avait un étage là, un là. À quel endroit ils logeaient? La salle d'œuvre, ils avaient tout. C'était où ça, la salle d'œuvre? À côté, entre l'église à Charmes et le presbytère. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait un jardin. Entre l'église, c'est parce qu'il y est toujours. Eh bien, après, ils avaient mis la salle d'œuvre là. D'accord. Ah, ils logeaient là. Ils s'arrangeaient comme ils pouvaient. Ils avaient vite fait un lit, hein. Quelques planches. Une paillasse. Ils prenaient un bout de tissu, ils bourraient de la paille dedans, et puis voilà, on couchait là-dessus. Encore ceux qui en avaient. T'en avais qui couchaient par terre. Ils étaient nombreux? Oh là là. Ils étaient nombreux? Oh ben, il y avait la salle était pleine. Le chemin de fer était gardé toutes les nuits. Il y avait des gens qui étaient réquisitionnés pour faire les gardes sur les voies. Comme ils faisaient sauter les voies fréquemment, alors tous les soirs vous aviez des gardes, je sais pas comment ça s'appelait, mais enfin, garde là, tous les, je sais pas combien de kilomètres, mais enfin, des gens qui surveillaient les voies pendant au moins les voies qui passaient dans les villages, peut-être, je sais pas. Enfin, les points stratégiques. Quoi. Alors là, il y avait tous les soirs des gens réquisitionnés, ça changeait tous les jours, ça faisait un roulement, voilà. D'accord. Alors, il y en avait qui faisaient sauter les voies, donc ils surveillaient. Mais il arrivait toujours quelque chose sur ces voies. Oh là là. Ou alors, quelquefois, vous aviez la voie qui sautait, et s'ils attrapaient un train, souvent c'était des bestiaux qui transportaient. Ah oui, ils transportaient alors, des bêtes. tout ça, c'était tout massacré. Et on disait, les vétérinaires disaient, n'utilisez pas cette viande, parce que elle est morte sur le coup d'accident et tout, et c'était plutôt nocif. Pensez voir les gens qui crevaient de faim, qui regardaient ça, ils s'occupaient des bêtes, bien sûr, ils mangeaient, puis bon, bien sûr. Vous savez. Alors ça, c'est bien un temps qu'on voudrait pas revoir, hein. C'est trop bien. Mon Dieu, c'est sûr. Tout le temps, se faire espionner, se faire fouiller, se faire... Ils avaient des grandes sondes comme ça, c'était tout creux à l'intérieur, et allaient y piquer les matelas, ils piquaient n'importe quoi, puis ils retiraient pour voir ce qu'il y avait dans leur... ils ne faisaient rien avec leur sonde, hein. Et dès qu'ils trouvaient quelque chose qui leur plaisait, donc ils rentraient dans les maisons. L'amande et tout le bazar. Ouh, vous savez. Les Allemands rentraient dans les maisons vérifier. C'est les Allemands qui commandaient ça, mais c'était un organisme de Lyon qui faisait c'était pas les Allemands. C'était pas les Allemands qui faisaient. C'était des Français. D'accord. Mais qui étaient commandés par les Allemands. Par les Allemands. D'accord. Le moulin de la famille, il a fonctionné pendant la guerre de 39-45. Oh, bien sûr qu'il a fonctionné. D'accord. Et est-ce qu'il a sauvé la vie aux gens? Aux gens du village? Oui, parce que c'était plus de la farine pour les bêtes, c'était pareil. Hein.
Mais on l'a passé un peu mieux au crible. Oui. Et les gens, ça leur a sauvé la vie. Hein. Mais ils apportaient leurs grains et le moulin faisait d'abord des gruaux, ça enlevait l'enveloppe du blé, oui. donc le son. Et puis après, ça écrasait ce grain et ça faisait de la farine. Voilà. D'accord. Et là, les Allemands n'ont pas fait d'intervention, là, parce que... Non. Il y a bien une femme un peu courbe. Elle en avait emporté son petit sac et son frère tenait un magasin à Saint-Péret. Elle va avec ce sac, elle le pose. Ça, il fallait le cacher, ce machin. Oui. Alors le contrôle économique passe, il regarde qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il regarde toute sa sorte de farine, vous pensez. Mais finalement, heureusement que le beau-frère n'a pas été tout con, il a vite téléphoné à la maison. Méfiez-vous parce que ma belle-sœur a fait une grosse bêtise. Elle s'est fait prendre avec le machin. Ouh, vite ils sont montés là-bas dans ce vieux moulin. Ils y ont ramassé des saletés, des balayures. Ils en ont mis sur les meules, ils en ont mis de partout pour faire voir que ça servait pas. Et alors quand ils sont venus, les autres, effectivement, il a fallu les mener. Oh, ils ont dit mais ce moulin, il y a bien un moment qui fonctionne pas. Mais ils n'étaient pas au jus parce que s'il n'avait pas fonctionné, il aurait été plus détérioré. Enfin, ils sont allés voir, ils ont vu toutes ces crottes de rats, toutes ces araignées. Alors ils sont partis. Ils n'ont rien fait. Sinon, Oui, votre frère nous a parlé que les maquisards étaient à Saint-Georges. Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Oh, mais des maquisards, oui, il y en avait bien un peu de partout. Alors à Saint-Georges, ailleurs aussi. Oui, il y avait entendu. Puis ma belle-mère le disait que les maquisards étaient à Saint-Georges. Il y avait plusieurs secteurs chez les maquisards. Vous aviez les forces françaises de l'intérieur, les FFI, ça s'appelait. Les FFI. Puis qu'est-ce qu'il y avait après? Puis vous savez, à ce temps-là, il y avait des choses qu'on ne savait pas beaucoup. Parce que les gens, vous savez, hein, ils parlaient pas beaucoup. J'allais vous dire, bien sûr. Oui, bien sûr, ils se taisaient. C'était des clandestins. Hein. Oui. Quelquefois, quand on y pense, on se demande si c'est vrai, si on a vécu ça. Parce que ça, quand on y pense, mon Dieu, ça est, pardon. Vous n'avez pas bon vivre à ces temps-là. Oui, c'est sûr, oui. Et il y a eu beaucoup de fermes qui ont été, où ils ont réquisitionné du matériel, des animaux, des... Oh oui, ils réquisitionnaient bien. Oh oui, ils avaient réquisitionné pas mal de choses. Et puis au bout d'un certain temps, quand tout s'était calmé, alors on recevait un mot comme quoi, si vous vouliez aller chercher votre... Qu'est-ce qu'ils avaient pris ici? Une remorque ou je sais pas quoi, mais il fallait que par nos propres moyens, on aille la chercher. Était du côté de Lille. Vous vous rendez compte? On a dit qu'il y reste... Hein. Oui, on ne vous rendait pas le matériel, il vous fallait... on vous signalait encore joli quand il y en avait qui retrouvaient quelque chose. Mais là, pour une remorque, on a dit qu'elle y reste. Ah bah oui. La salle paroissiale construite en 1936-1937 est réquisitionnée en 1940 par la préfecture pour accueillir des réfugiés lorrains, avant d'être répartis dans différentes familles de Charmes ou Saint-Georges-les-Bains. Madame Mangin, réfugiée lorraine, originaire de Rechichicourt, le château, nous a confié ses souvenirs. Maman est décédée en 1939, au mois de
Fin mars 28, oui, fin mars. D'accord. J'avais 14 ans, ma plus jeune sœur avait 13 ans. Alors, c'était une période vraiment difficile. Bien sûr. Et 3 mois après, pour nous, enfin pour moi, les souvenirs que j'en ai, 3 mois après, la guerre de 39 a commencé. Alors là, on commençait à avoir peur pour papa. Parce qu'on se disait, mais tu vas pas repartir maintenant à la guerre et puis nous laisser tout seuls. Alors on avait encore cette angoisse. Hein. Bien sûr. Ah oui, on a couché dans les camps. Et un beau matin, on voit les Allemands qui arrivaient. Et c'est ce qui vous a fait partir de Alors, la région? Ce qui nous a fait partir, c'est qu'ils ont réuni, ils ont demandé à tous les chefs de famille de venir. C'était dans une salle au-dessus de la mairie, de venir. Et là, on leur a dit, vous pouvez rester. On a envahi l'Alsace-Moselle. Et vous partez. D'accord. Alors, bon, nous, on a dit tout de suite à papa, écoute, on ne veut pas rester. Hein. On voulait pas devenir allemand. Hein. Pas question, pas question, pas question. Et un beau matin, à 11 novembre, donc on est parti, les premiers dans le car, et puis on a vu qui ont monté eux aussi, les autres. Alors on disait, mais toi aussi, oui. Alors on dit, ben oui. Alors on a été emmené à la gare. Il y avait le village avec gare, hein, on est allé à la gare. Et vous saviez votre destination? Ah non, non, non. Vous ne saviez pas du tout? Non, non. Alors justement, on ne savait toujours pas où on allait être dirigé. Hein. Et puis après, on est arrivé à Chambérac. Chambérac. À Chambérac, oui. Chambérac. Chambérac. D'accord. Oui, à Chambérac, on est arrivé. Pas au train? En train, oui. D'accord. Oui, oui. Là, et on y est resté au mois de mai. Au mois de mai, l'année suivante, donc en 41, à Charmes, quand on est arrivé. On est arrivé sur la place, il y avait une bascule auparavant. Oui, la place de la Lorraine. On est allé jusqu'à une salle qui avait derrière l'église. On a été logé, je ne sais plus, on dit bien 3-4 jours, puisqu'on disait, on a des lits à étage, il fallait grimper, fallait prendre les plus souples pour grimper dans le lit. La famille a été logée dans la maison, comment je peux dire, en allant vers le vieux Charmant. Maintenant, ça se trouve derrière l'église, non, derrière la mairie. Dans ce logement, on avait tout le matériel et on était seuls dans la maison. D'accord. Oui, j'étais seul dans la maison. Alors on a cherché du travail. Moi, je sais que j'ai été cueillir des haricots, cueillir des fraises dans des fermes. D'accord. Pour avoir un petit peu quelque chose. Bien sûr. Et c'est vrai que quand il y avait des passages d'avion, même quand je travaillais, eh bien, écoutez, on voyait les bombes qui se détachaient des avions, qui dégringolaient. Hein? Et alors on disait, oh, ça c'est des Anglais. L'accueil des gens au village quand vous êtes arrivé en tant que réfugié? Ah ben c'était très chaleureux. Très chaleureux, oui. D'accord. Je vous dis, les jeunes là qui étaient venus nous porter des comment je peux dire, des cerises. Oh, alors on n'en revenait pas hein, quand on venait nous apporter ça. Alors voilà. Oui. Et puis les voisins aussi, c'était une femme seule qui était à côté de chez nous là. En face, ben, c'était aussi des personnes âgées. Non, c'était chaleureux, hein, c'était chaleureux, oui.
D'accord. Après le débarquement du 6 juin 1944, les troupes allemandes stationnées dans le sud de la France sont envoyées en renfort en Normandie. Tout au long de leur parcours, les Allemands subissent les assauts des maquisards. Les résistants basés à Toulon font sauter un train transportant des chars et blessent de nombreux soldats allemands. En représailles, le chef du convoi veut fusiller les hommes du village. Le curé Dumoulin demande alors au pasteur d'Allières qui parle allemand d'intercéder auprès des officiers. Ainsi, les habitants de Charmes sont sauvés. Des Allemands s'installent à Charmes dans l'été 1944 et la population locale subit de terribles représailles. Certaines familles quittent le village et trouvent refuge sur les hauteurs dans la campagne, soit dans de la famille, soit chez des amis ou dans des granges. Les Allemands imposent des corvées aux hommes, certainement organisées par les mairies. À Charmes, il fallait une équipe de garde-voies toutes les nuits. Les hommes doivent à tour de rôle surveiller les voies de chemin de fer et ils en sont responsables. En cas d'attentat ou de défaut de surveillance, ils sont exécutés. La commandanture réquisitionne la grande bâtisse en pierre, domaine de Noretz, se trouvant sur le chemin de Clairefonds, et une grande maison sur la RD 86, avenue de Provence, à côté du bar. Durant les années d'occupation, la lettre B est peinte sur presque toutes les portes des maisons de Charmes. Pourquoi un B? Ce B signifie Bewohnen en allemand, c'est-à-dire habiter. À la demande des autorités allemandes, le pasteur Louis d'Allières et le curé Dumoulin se sont mis d'accord pour inscrire un B sur les portes des maisons habitées, évitant ainsi les perquisitions ennemies. 4 B étaient encore présents en 2019, 2 dans l'impasse Paul Berthois, 1 vers le Trou du Loup, 1 à l'entrée d'une maison avenue de Provence. Actuellement, seulement les 2 derniers sont encore visibles. Louis d'Allières est nommé pasteur de l'église réformée évangélique de Charmes en 1924 jusqu'en 1962. Son épouse, Marie-Caroline Bogner, a suivi des études à Harvard. Elle fait partie de la haute société protestante. Elle est une remarquable violoniste, premier violon dans les concerts donnés par la Schola Cantorum que dirigeait le célèbre chef d'orchestre Vincent d'Indy. Madame d'Allières enseignait l'anglais, le français, le grec et la musique dans les grandes classes du cours Isaac Homel, créé après la guerre par le pasteur Louis d'Allières, collège situé rue de Maurice. Le couple d'Allières a traversé la période tumultueuse de la Deuxième Guerre mondiale en déployant toute leur énergie pour protéger le village, ses habitants et de nombreux juifs. Ils ont reçu, à titre posthume, le titre de Juste parmi les nations. Madame Marie d'Allières a écrit un cahier de 21 pages au sujet des événements qui ont marqué le village de Charmes du 29 juin au 1er septembre 1944. Grâce à l'autorisation de son petit-fils Olivier Franck, nous allons vous relater quelques pages de ce cahier. Jeudi 29 juin. Échauffourée entre le maquis et les Allemands. 3 morts à Charmes, ou plutôt à Blot. Madame Hill, Lorraine, Monsieur Arnaud, un jeune homme, Monsieur Raymond, 50 à 60 ans. Du haut du vieux village, j'assiste à une partie du combat. Lundi 24 juillet. Torpille volante aux alentours de la voie. Un homme, Monsieur Simon, Lorrain, très légèrement blessé par un éclat. Une de ces torpilles tombe à 50 ou 60 mètres de moi, tandis que je regardais les bombardiers volant très haut. Impression qu'un avion tombe sur moi.
Torpille à pierre blanche, etc. Pas de mal. Mercredi 2 août. Le matin, grosse explosion sur la voie au nord de la gare tout près d'ici. Plusieurs morts dans un train allemand. Vers 11h30, premier gros bombardement anglo-américain sur Porte et alentour. La maison très secouée. Nous nous rassemblons à la cuisine. Les clés tombent des portes à la petite maison et ailleurs. Beaucoup de bombes à Soyons, une à 200 mètres de la Silfa, près de la voie, d'autres à Jolan ou Ménaphorie, etc. Nous en voyons la fumée. Pas de victimes, mais grosse émotion. À la suite de l'attentat, les Allemands viennent nombreux et menaçants. On voit quelques Mongols. D'autre part, les Allemands du train avarié se répandent partout dans la campagne. Le soir, la felle de gendarmerie fait afficher par le maire « Si un nouvel attentat se produit sur la voie, le village sera écrasé ». Nuit du jeudi au vendredi. Spectacle extraordinaire, illumination de la voie d'en face par des fusées, boules de feu, pluie de fusées rouges. Bombes incendiaires qui ne font pas beaucoup de bruit. Nous voyons un train qui brûle. Nous nous rassemblons dans la chambre de Madeleine, d'où la vue est très belle. Les fenêtres, de loin, paraissent éclairées comme en plein jour ou comme par un incendie. Vendredi 4 août. Vers 7 heures du soir, explosion du pont du Turzon. Grand émoi à Charmes à cause de l'affiche du mercredi. Tous les employés de la gare, en particulier M. Michel, que les Allemands avaient beaucoup menacé le mercredi, partent. Mais les Allemands se contentent de menacer les gens de Beauchastel et prennent 11 otages. Ils en gardent 2 jusqu'au lundi. Grâce surtout à l'intervention très habile de M. d'Hauteville, médecin installé à Beauchastel, ils sont relâchés et sans avoir subi, comme leurs camarades de cachot, l'interrogatoire au nerf de bœuf par la Gestapo française. Dimanche 6 août. On entend les bombes de plus en plus près. Le vacarme devient effrayant. Le bruit des moteurs est aussi tout près. Enfin, dans un bruit terrible, les carreaux du temple tombent d'abord d'un côté, puis de l'autre. Louis voit une gerbe de fumée et de poussière en face de lui. Il arrête sa lecture du psaume 55. Monsieur Léora se lève, dit qu'il vaut mieux sortir et part. Louis dit que chacun fasse à son idée. Quelques personnes sortent et vont se réfugier heureusement derrière le temple. Une dernière bombe tout près est tombée. Monsieur Léora rentre et dit qu'il y a un mort sur le chemin. Louis va voir et revient en disant que c'est Monsieur Lafont et que la maison Magnon, à 30 mètres du temple, est anéantie. Puis il repart avec Monsieur Léora. Comme les avions tournoient toujours, nous restons là à chanter, rassemblés près du mur. Pour finir, Louis revint, dit le Notre Père et congédie l'assemblée. Puis il va surveiller les travaux de déblaiement et ne quitte plus le chantier jusque vers 8 heures du soir. Tout l'après-midi se passe à déblayer. On retrouve peu à peu les 3 corps. D'abord Monsieur Magnon, sur son lit, qui était tombé d'un étage, puis Madame Lafont et enfin Madame Magnon vers 6 ou 7 heures. Bientôt, la plupart des hommes de Charmes, sous la direction des maçons, se sont mis aux travaux. Monsieur Frédier, maire de Charmes, est venu de Chambaud où il passe toutes ses nuits et une partie de ses jours. Depuis le 2 août, beaucoup de gens sont partis coucher dehors ou dans les environs. Le village s'est vidé en grande partie. Le bombardement du 6 et du 7 août fit des quantités de victimes au Pouzin qui fut presque écrasé. Il y eut peut-être 100 bombes tout près du village de Soyons, mais heureusement dans les îles. Tout cela était sans doute destiné à Porte qui fut copieusement arrosée. Les dernières de la série de Porte, ce furent celles de Charmes, toute une série autour de la ferme La Fesse et 2 ou 3 au Derne. Enfin, celle des Magnons. Au presbytère, nous eûmes 2 carreaux cassés à la petite salle, mais nous laissions fenêtres et portes vitrées ouvertes presque sans cesse pour éviter le bris des carreaux. Résultat, une maison pleine de mouches. Dimanche 13 août. Une auto d'ingénieur allemand est arrêtée aux 4 chemins par le maquis et fait demi-tour en laissant un petit canot. On entend des coups de mitrailleuse de temps à autre. Mardi 15 août.
Le matin, à partir de 7 heures environ, on entend le bruit d'un canon qui semble très près et des coups de mitraillette du côté du Rhône. Élise, qui devait aller à Saint-Sauveur, décide de rester. Madeleine déclare au déjeuner qu'elle n'a pas peur des canons. Cependant, elle n'ose pas aller seule à l'herbe. Doucia part pour Mirabel. Vers 10 heures, quand elle rentre, les coups de mitraille sont continuels et semblent tout près. On voit de loin, sur la route de Saint-Georges, des gens qui filent à toute vitesse en se baissant. C'est alors que Louis descend et dit « J'ai vu de ma fenêtre des soldats en nombre qui remontaient le chemin de la gare, et je crois bien que ce sont des Allemands. » Je vais dans son bureau, et de la fenêtre, on voit des soldats répandus partout, allant et venant, entrant et sortant des maisons vides. Vers 11h ou 11h30, on entend sonner très fort 2 coups et la porte s'ouvre. Ce sont eux. Louis se présente et se trouve en face d'un Feldwebel très sympathique, à qui il dit « Je suis pasteur ». L'autre lui demande « Avez-vous du maquis chez vous ?» Louis répond « Non ». Et l'autre dit « Je vous crois ». En même temps, les soldats venus par l'autre entrée passent par la cuisine, mais ils ne veulent même pas entrer dans les pièces et regarder à la lumière, les volets étant fermés à cause de la mitraille. Louis cause avec les soldats et le Feldwebel. Celui-ci lui dit qu'ils ont ordre de faire sauter, sprengen, les maisons vides et de tirer sur tout le monde dans les montagnes. Ils sont furieux de trouver la plupart des maisons vides et en concluent que tout le village est dans le maquis. Impossible de leur faire croire que tout le monde est parti à cause des bombardements. Le Feldwebel dit à Louis « Nous ne sommes pas des pillards, nous sommes des soldats allemands, il nous faut tenir 2 mois. Nous évacuerons la France, mais ensuite, grâce aux armes nouvelles, nous aurons la victoire, et vous connaîtrez le bolchevisme, et vous nous regretterez. » Louis va appeler les voisins, leur dit d'ouvrir, de n'avoir pas peur de répondre. Conseil fort utile car la plupart des gens se cachaient et se fermaient. Louis dut intervenir. Les Allemands étaient furieux de trouver ces maisons vides et de ne trouver ni maire ni adjoint. Les amants furent aussi furieux contre monsieur le curé. Celui-ci avait fait sonner les cloches de l'église à cause du 15 août, juste au moment où les Allemands arrivaient, et ils crurent que c'était un signal. Monsieur le curé fut menacé, pillé, et ensuite, que devint-il jusqu'au jeudi matin? Nul ne le sait. Personne ne le vit. Il n'y avait donc pas d'autorité à Charmes. À Blot, monsieur Chave était là, maire à l'époque de Saint-Georges. Au cours de cette échauffourée, il y eut 2 tués dans la population civile de Charmes. Monsieur Bourgeois, père de madame Ruel, qui sans doute voulut regarder de son terrain. Le domestique des Grailles à Blot, Fraisse dit Chapinet. On trouva aussi les corps de plusieurs jeunes gens sans papier, des maquisards, dont la plupart furent identifiés plus tard. On nous dit aussi que 4 maquisards qui essayèrent de traverser le Rhône furent tués. Il y eut aussi 2 fusillés par les Allemands, le fils maire de Clairefonds, on ne sait trop pourquoi, et monsieur Apec, juif allemand qui prit peur, essaya le jeudi de rejoindre Valence et fut fusillé à Soyons. En tout, cela porterait à 17 le nombre de morts de ces journées du 15 au 17 août. S'il y eut vraiment 4 maquis tués sur le Rhône. À Charmes, il y avait le mercredi matin 6 corps. Monsieur Bourgeois chez lui, 3 dans une remise à Blot et 2 dans la grange de monsieur et madame Lafont. Ce jour-là, le canon continua à tonner par intervalles. Il y eut 2 obus sur le château de Saint-Georges et un dans le village qui fit peu de mal. Les autres dans la campagne. Pas de victimes, mais les gens prirent peur et presque tout le village se sauva dans la campagne ou dans les fermes. Ils y furent plus ou moins poursuivis par les obus et eurent très peur. Le lendemain, mercredi 16, le bombardement reprit l'après-midi et dura environ 2 heures. Je crois du reste qu'ils avaient tiré aussi le matin. Cette fois-ci, l'objectif était le cerf de Blot et les fermes. Nous assistâmes à ce bombardement de la fenêtre du bureau. Louis, Madeleine et moi. Plusieurs maisons furent touchées.
Chez Blache, où plusieurs hommes s'étaient réunis dans la cuisine, il y eut un obus, la cheminée abîmée, et chez Jouve beaucoup plus de mal. Ils durent évacuer leur maison, transportèrent leurs meubles chez Gourdol à Taillac. Malchance inouïe, cette ferme fut brûlée le 26 août. Je reprends mon récit du 15 août. Vers midi ou 1h, nous allions déjeuner quand on entendit l'alerte et tout de suite après le bruit des moteurs. Les bombardiers américains volant très haut faisaient un bruit sombre, pour ainsi dire, qu'on reconnaissait bien et qui était très impressionnant. Louis dit « Voilà, maintenant pour changer, les Anglais ». Ils passèrent sans nous faire de mal, mais ce fut le gros bombardement de Valence qui fit tant de mal. Cependant, dès le matin, les Allemands entraient dans toutes les maisons vides en pillant et en saccageant. Ce jour-là déjà, Louis parlementa un peu avec les Allemands, mais moins que par la suite. Vers le soir, on fit une réunion de tous les hommes présents dans le village, mais on oublia de prévenir Louis. Les Allemands voulurent une liste de tous ces hommes, les autres devant être considérés comme maquis. Impossible désormais de circuler au dehors. Par la suite, on fit une liste analogue pour les femmes, car les Allemands, voyant certaines femmes entrer et sortir dans le village, les accusaient d'aller porter des renseignements au maquis. De fait, le maquis était à Saint-Georges et autour. On fit des laissez-passer pour les hommes et on en prépara pour les femmes. Le mercredi, Louis eut sans cesse à parlementer avec les officiers, obtenant des adoucissements pour les uns ou les autres, expliquant les cas. Ce fut ainsi jusqu'au samedi soir. Lui et M. Montbert, interprètes, se rendirent très utiles et les gens en furent reconnaissants. Il eut beaucoup à plaider pour le curé, fort menacé à cause de sa cloche et fort effrayé. Il fallut obtenir la permission d'enterrer les morts. Le mercredi, le village dut nourrir les soldats allemands. On réquisitionna un mouton à Mirabel, etc. Les Mongols, 18 et 19 août. La situation se détendait et Louis avait de bons rapports avec les officiers. Mais le vendredi, ce fut une autre histoire. Le matin, les Mongols avaient relevé les Allemands. Nous en avions déjà vu quelques-uns, mais peu, et mêlés au rang allemand. Cette fois-ci, ils étaient presque seuls. Il y avait peut-être, d'après le dire des officiers, 10 Allemands pour plusieurs centaines de ces Asiatiques. Ici, ils envahirent la maison vers midi. Louis était au village, ils étaient 5, je crois. Doucia vint me dire « Les voilà ». Je lui dis d'aller voir au bureau si Louis était rentré, et tandis qu'elle montait rapidement l'escalier du second, on entend ces hommes envahir brusquement la maison en disant « Terroristes, terroristes !» et en montrant cet escalier. J'allais les recevoir, mais c'était difficile, car ils se répandaient partout à la fois. Celui qui paraissait leur chef, grand et gros, était particulièrement antipathique. Un autre, blond, que je pris pour un Allemand, mais qui était russe, était moins effrayant. Ils jetèrent un coup d'œil à ma chambre dont la porte était ouverte, entrèrent dans la salle de bain, ouvrirent l'armoire. Certains restèrent longtemps au garage et à la cave, me faisant comprendre que la machine, l'auto, était suspecte. Ils allèrent aussi à la cuisine, au jardin, dans la petite salle des enfants, bousculant un peu tout. Certains étaient grossiers, ils voulaient nous toucher. Le gros qui disait 4 mots d'allemand me tutoyait. C'est celui qui persécuta tant Fernand Barre. Quand Louis revint, il lui demanda ses papiers, mais il n'y comprenait rien. Les 2 jours qu'ils restèrent furent des jours de terreur pour beaucoup de gens. Chez Madame Barre, ce fut atroce. Ne pouvant passer par les rues barrées, les Mongols avaient trouvé le truc de passer par le clos, et presque chaque fois, ils entraient et poursuivaient Fernande et mieux Élise de leurs assiduités. Il fallut que Madame Barre leur fît une omelette de 15 œufs pour 2, et ils exigeaient que Fernande mangeât avec eux. Notre grand gros lui offrait de manger dans son assiette. Fernande était désespérée. Ils étaient sans cesse là, demandant du vin, ou, les plus sérieux, fidèles à leur religion, de la limonade ou même de l'eau. Ils payaient largement et Madame Barre ne put absolument toujours refuser. Ils lui donnèrent aussi des produits de leur pillage.
5 kilos de sucre, de la confiture, des biscuits de prisonniers. Tout cela nous fut remis par la suite et nous le distribuâmes. Cela dura tout le jour. On n'osait pas sortir. J'ai oublié de dire que même du temps des Allemands, il était presque impossible de circuler en dehors des chemins pour aller ramasser des pêches ou autre chose. Ils vous tiraient dessus. Du temps des Mongols, ce fut complètement impossible pour une autre raison. On fit dire aux femmes de ne pas sortir seules. Pour abréger sur les Mongols, quelques faits. Le vendredi soir, à la tombée de la nuit, un d'entre eux, qu'on avait beaucoup vu ce jour-là, vint assiéger la porte de Madame Bar pour coucher avec la jeune fille. Madame Bar, Élise et Fernande étaient au premier. Élise lui répondit de sa fenêtre qu'elle n'ouvrirait pas. Il parlementa une demi-heure ou 3/4 d'heure. Enfin, quand il fit presque nuit, nous le vîmes de la fenêtre de mademoiselle Léa disparaître dans les pêchers. Fernande était persuadée qu'il allait revenir avec 10 autres et enfoncer la porte, mais non. Nous veillâmes une partie de cette nuit, mademoiselle Léa et moi, et la suivante. Le jour, à partir d'un certain moment, nous montions aussi constamment la garde à la fenêtre de mademoiselle Léa pour être prête à venir au secours de madame Bar. Nous avions même convenu avec elle d'un signal de détresse, une chaise déplacée. Ici, Louis passa presque toutes ces 2 journées, surtout l'après-midi, à la petite salle des enfants. De là, on entendait ces 2 portes qui s'ouvraient constamment pour livrer passage à ces hommes. Certains parmi eux étaient du reste plus sympathiques. Chez madame Bar, il y en eut un qui demanda de la limonade. Étant mahométan, il ne devait pas boire de vin, ou même de l'eau. Celui-là fut convenable. En partant, il disait « Au revoir, merci » et à madame Bar « Merci maman ». Il comblait du reste Fernande de leurs cadeaux, produits de leur pillage. Avec Louis, certains eurent des rapports plus convenables, même bons. Dès le premier jour, 2 avaient pris nos bicyclettes. En promettant des cigarettes, Louis obtint qu'une d'entre elles fût rapportée le soir même. Mais elle fut reprise le lendemain et heureusement toutes 2 furent retrouvées dans la pagaille le samedi soir. Les Mongols les laissèrent le long du Rhône, trop chargés pour tout prendre. À certains, Louis faisait comprendre qu'il était pasteur et leur parlait de leur religion. Ils étaient contents. Mais une fois cela tourna mal ou presque. Il avait parlé avec un de ses transcaucasiens et lui avait dit « Bog », ce qui veut dire Dieu en russe. L'autre, tout content, lui avait serré la main. Vers le soir du samedi, il rencontre cet homme et va au-devant de lui la main tendue. Que se passa-t-il dans l'esprit de l'autre qui était ivre? Il se méfia, sauta presque sur Louis, voulut l'emmener dans un coin en le menaçant de sa mitraillette. Heureusement, M. Krumière, qui était là, courut chercher l'officier, ce qui calma ce sauvage. Le samedi soir, la situation empira beaucoup. Toute la journée, dans la plupart des maisons habitées, on avait fait cuire force poulet et lapin pour ces messieurs. Ils s'enivraient à qui le mieux et ne cessaient de pénétrer partout, montant dans les chambres, dispersant les gens, de plus en plus atroces. On avait obtenu de leur officier que les maisons habitées soient marquées d'un B, Bewohnt qui veut dire habité. Et en principe, les Mongols ne devaient plus y entrer ni prendre rien de là, même pas les bicyclettes. Mais ils continuaient leur manège. Louis s'occupa beaucoup de cela et d'obtenir l'autorisation et la protection pour le culte et la messe. Enfin, il réclama auprès de l'officier, lui disant qu'il fallait absolument qu'il protégeât la population. Celui-ci lui dit d'un air découragé et même effrayé « Je ne puis rien, nous sommes 10 Allemands pour ces centaines de soldats mongols. Je n'ai pas d'interprète. Patientez 2 ou 3 jours. » À un autre moment, cet officier avait dit à Louis « Ce sont des enfants, des sauvages. Ah, si j'avais sous mes ordres des soldats allemands! Ils sont terribles pour le vin et pour les femmes. » Et comme on lui disait qu'il commençait à s'attaquer aux femmes, il dit à son sous-ordre « Déjà ça commence. Si quelqu'un fait cela, n'est-ce pas, weg mit ihm, qu'on s'en débarrasse. » Mais ce samedi soir, il était découragé, débordé, et il avait même l'air d'avoir un peu peur
d'être lui-même massacré par ces hommes. Il dit aussi à Louis, « On a tiré aujourd'hui sur nous de Saint-Georges, demain nous y allons. » Louis revint fort découragé. Patienter 2 ou 3 jours, c'était impossible dans l'état où étaient ces hommes. On sentait que ça ne pouvait durer. Et il était presque désespéré pour Saint-Georges, se demandant s'il n'y aurait pas moyen de prévenir les gens, car sans doute les Allemands iraient brûler le village. Il pria pour cela au culte. Le soir, nous veillions, mademoiselle Léa et moi, dans la chambre de mademoiselle Léa, comme nous l'avions fait sans cesse ce jour-là. Mais au lieu des cris, des coups de mitrailleuse, de l'agitation des jours précédents, rien, calme plat. Nous décidâmes à nous coucher. Le lendemain, dimanche 20 août, nous avions décidé que tous iraient au culte. Mademoiselle Léa et moi nous comptions rester. Nous étions en train de déjeuner quand la sonnette retentit. Louis ouvre et nous entendons la voix joyeuse de monsieur Vinard qui nous dit « Bonne nouvelle, ils sont partis !» Nous n'en croyions pas nos oreilles. Et pourtant c'était vrai. Les gens commençaient à sortir de leur maison. Plus de soldats, plus rien. C'était comme un rêve. Ainsi s'expliquait le calme de la nuit précédente. Ils étaient partis la veille, vers 8h30 du soir, je crois, et très brusquement. Louis alla tout de suite au garage de monsieur Saint-Cierge, où se tenait la commandanture, et où il avait, la veille, vers 7h30, causé avec l'officier. Nous vîmes plus tard qu'à Soyons, l'ordre de départ avait été tout aussi brusque. Pourquoi cet ordre si brusque? On ne le sait pas. Le débarquement anglo-américain, dans le Midi, avait eu lieu le 15 au matin. Privés de radio, nous ne le savions que vaguement. Les Allemands n'étaient pas au courant et demandaient à Louis les nouvelles. Peut-être ce départ si précipité fut-il en rapport avec les opérations dans le Midi. Les Anglais avançaient rapidement. Ainsi se termine cette expédition punitive contre Charmes et le maquis. Il y avait en quelques mois des masses de maisons pillées, mais le village n'avait été ni brûlé ni bombardé, et Saint-Georges à peine touché par les obus. Le 25 août. Dans la matinée, Louis, qui sortait presque sans cesse pour prendre contact avec les maires, apprit qu'une colonne d'Allemands était annoncée. On faisait dire à tous de rester chez eux ou de se mettre à la cave. On pensait que cela durerait quelques heures. Monsieur Frédier demanda à Louis s'il restait. Il dit oui, mais sans une entière conviction. Louis fit dire ces choses aux voisins. Mais vers midi, je crois, monsieur Frédier vint et dit ce seul mot « évacuation ». Louis dit à Doucia et Madeleine de partir immédiatement avec mon vélo. Doucia, comme juive, et Madeleine, comme enfant, craignaient davantage. Presque tout le village montait la calade. Nous avions rendez-vous du côté de Presles sur le chemin qui va à Sarzier. L'après-midi, Louis alla à Charmes, rien de nouveau. J'allais jusqu'à la tour, puis vers le soir, avec Léa et Élise, chercher des provisions et quelques couvertures. Près de la tour, il y avait des jeunes gens postés avec leurs mitrailleuses. Ils avaient ordre de n'attaquer que la fin de la colonne, ce qui était fort sage. Monsieur Chazal leur disait « Oui, vous allez leur tirer dessus, et puis c'est sur nous qu'ils se vengeront. » Et ce jeune homme, du reste assez sympathique, répondait en riant « Et pendant ce temps, nous, on foutra le camp. » En réalité, dès 5 heures du soir, Allemands et maquis se battaient du côté du cerf du Pérou et à Beauchastel. Vers 8 heures, Louis prit sa bicyclette et nous dit « Je vais faire un tour à Charmes, faire un peu de toilette, prendre le pain, voir une ou deux personnes. Je serai de retour vers 10 heures. Occupez-vous bien. » Il partit. Bien des gens faisaient comme lui. On les voyait descendre de tous côtés vers le village. On commença à entendre quelques coups de mitrailleuse ou de mitraillette, et de plus en plus nombreux. Puis on vit que les gens qui venaient de descendre commençaient à remonter. Les balles sifflaient de plus en plus près. Enfin, nous décidâmes de nous réfugier près de la ferme voisine, et nous y courûmes. Mais bientôt, rester dehors devint trop dangereux. Nous entrâmes et restâmes dans le couloir où il y avait déjà beaucoup de monde. Élise et Léa, restées dehors, cachées derrière des fagots, virent que c'était imprudent et entrèrent dans une grange où il n'y avait qu'une chèvre.
Cette grange fut ensuite notre refuge pour 2 jours avec un hangar ouvert tout à côté. Nous étions très inquiètes pour lui, nous demandant s'il n'aurait pas été pris dans la bagarre et quand il pourrait revenir. Ce qui nous inquiéta beaucoup, c'est que M. Coulet nous dit qu'il avait vu un blessé. Nous crûmes comprendre que c'était sur la route venant de Charmes. Il dit aussi, ou quelqu'un d'autre dit, on ne sait si c'est un civil ou un maquis, il a une bicyclette. Cela fut très angoissant. Vers midi, la fusillade continuant toujours, je me demandais avec intensité s'il ne faudrait pas y aller tout de même. À ce moment, nous étions dans la grange. Monsieur Coulet vint et j'eus l'idée de lui demander des précisions sur ce blessé. Je ne me rappelais même plus qui nous en avait parlé. Il me dit que c'était au Molière et que c'était un maquis. Je sus alors que ce n'était pas lui. L'après-midi, il y eut des moments d'accalmie, mais les avions venaient sans cesse volant très bas et mitraillant. On leur vit faire des acrobaties en piquant. Il paraît que c'étaient des Français venant de Saint-Agrève. En tout cas, ils arrivaient et partaient dans la direction de la montagne. On entendait aussi sans cesse le canon de l'autre côté du Rhône. Déjà, je crois, depuis le jeudi 24 ou le vendredi 25. Les jours précédents, entre le 20 et le 25, on avait entendu surtout d'énormes explosions. C'étaient les Allemands qui faisaient sauter leurs munitions à Valence. L'après-midi du samedi 26 se passa assez lentement. Il y eut un gros orage. On ne savait plus si l'on entendait tonner le canon, les avions ou le tonnerre. Nous vîmes, le matin, une fumée s'élever du côté de Saint-Georges. La ferme Gourdol à Taillac brûlait. Et l'après-midi, du côté de Soyon, la ferme Frobe avec toutes ses bêtes. Vers minuit et demi, nous fûmes réveillés par une pétarade épouvantable et qui semblait toute proche. Jamais nous n'avions entendu fusiller aussi fort et si près. Je me réveillai en sursaut, sûr que c'étaient les Allemands et qu'il y avait un combat tout près. Ma première idée fut d'aller fermer doucement la porte grande ouverte de la grange pour que la mitraille n'entrât pas. J'y allais. Doussia, de sa place, tout près, l'avait déjà poussé. Je fis tout doucement, ne voulant pas attirer l'attention des Allemands. Il faisait une nuit absolument noire. En m'approchant de l'entrebâillement de la porte, je vis les lueurs des fusils qui partaient, tout près. J'allais me recoucher à côté de Madeleine et je lui dis « Mets tes souliers ». J'avais très peur d'un incendie. Les Allemands pouvaient ouvrir notre porte et lancer une grenade ou une bombe incendiaire dans toute cette paille. Il fallait être prête à se sauver. Madeleine, dormant peut-être à moitié et inconsciente du danger, faisait 1000 histoires. « Je ne peux pas mettre mes souliers sans une corne. Il le faut. » Et au bout d'un moment, « Maman, j'ai mis mon soulier droit à mon pied gauche. » C'était presque comique. Aussi, quel fut notre soulagement quand le jour parut et que l'on vit que tout était calme, et même que les gens de la ferme sortaient. Ils furent fort rassurants, disant que c'était le maquis qui avait tiré. Cela nous étonna bien. En fait, tout le monde s'accorda à dire que c'était bel et bien les Allemands. Ils avaient tiré un peu partout cette nuit-là, mais particulièrement sur Sarzier, dit-on. Ils avaient touché la porte de notre ferme. Peut-être ne tenaient-ils pas à entrer, de peur d'y trouver des maquisards qui auraient tiré. Malgré les avions qui mitraillaient encore pas mal, mais pas sur nous, nous pûmes sortir, aller nous laver, etc. Puis même nous disperser un peu dans les bois. Tout était d'une beauté féerique. Et puis tout d'un coup, quelle n'est pas notre joie de voir arriver M. Saint-André. Il nous raconta comment Louis avait été pris dans le presbytère. Il était resté 5 minutes avec Louis, ne se doutant de rien, ni l'un ni l'autre. En sortant du presbytère, M. Saint-André vit tout le monde sans dessus-dessous. Les Allemands arrivaient. Il n'eut même pas le temps de retourner le dire à Louis. Ces nouvelles nous semblaient être comme un premier pont entre Louis et nous. Un autre événement qui se produisit ce matin-là nous rassura aussi sur Louis. M. Coulet s'approcha du village de trop près. Il fut pris par les Allemands avec un de ses camarades, Fourquet.
Il avait été mené à la commandanture où on ne l'avait pas maltraité. Il avait vu M. Merlin se promenant en liberté. Nous sûmes donc que les Allemands n'étaient pas trop terribles et n'avaient sans doute pas pris d'otages, car M. Merlin était sans doute un des seuls hommes présents à Charmes avec Louis et 2 ou 3 autres. Depuis le samedi, vers 3 heures, on entendait, outre le canon, un bruit presque constant de roulement sur la route. En effet, la colonne allemande passait. Les camions se succédaient tous les 50 mètres environ. Impossible de traverser la route nationale, même pour ceux qui étaient à Charmes. La nuit fut calme. Nous voulûmes veiller tour à tour, mais sans heure, sans lumière, c'était difficile. Le matin, nous fûmes éveillés par de très forts bruits d'avions et de mitrailleuses. Monsieur Coulet nous dit « Aujourd'hui, on ne pourra pas bien circuler ». Les maquis avaient installé une mitrailleuse ou un mortier sur le coteau tout à côté, et de là tiraient sur les Allemands. On voyait les balles ou petits obus briller au soleil. C'était assez impressionnant. Malgré cela, nous pûmes circuler, chercher des pêches, etc. Mais ce matin-là, la communication se rétablit avec Charmes et bientôt avec Louis. Il nous faisait dire que les Allemands étaient là, demandaient qu'on leur fasse la cuisine et que je vois qui pouvait venir. Après un peu d'hésitation, nous décidâmes que Léa et Élise iraient. Je n'osais pas encore laisser la petite troupe. Elles étaient parties depuis un moment quand on m'apporta un mot de Louis. Il me disait que peut-être je pourrais revenir avec Léa et Élise. J'hésitais encore sur ce que je devais faire quand vers 2 heures, Léa arriva. Léa était toute rayonnante. Elle nous dit qu'Élise et elle avaient trouvé le village rempli de soldats et de chevaux, mais que personne n'avait rien demandé comme papier. En arrivant au presbytère, elles avaient trouvé sur le portail une affiche en allemand défendant d'entrer. Et quand elles avaient approché, un Allemand leur dit « C'est chez le pasteur », de sorte qu'elles firent le tour par derrière. Elles trouvèrent Louis en bon état. La salle était remplie de soldats qui couchaient sur le blé du clos de Madame Barre. Le jardin rempli de soldats. Dans la maison, couchant dans la chambre de Madeleine, un colonel allemand. Il demanda qu'on lui lavât sa chemise et ce fut vite fait. Il offrit du savon, mais Louis avait dit de tout refuser. C'est lui qui avait fait apposer l'affiche défendant d'entrer en échange de la permission que Louis avait donnée d'utiliser la grande salle pour les soldats. Élise et Léa firent vite le dîner, puis Léa offrit de venir nous chercher. Nous fîmes nos paquets, j'allais demander à Madame Léora l'hospitalité pour mes filles. Nous nous hâtâmes, Léa et moi ensuite, de faire nos adieux à Madame Coulet et de descendre. Le mardi soir, 29 août, l'on vit sur notre petit chemin des charrettes attelées toutes prêtes à partir. Étrange spectacle dans la nuit tombante. Ces chevaux et chars étaient camouflés par des branchages. On aurait dit une mascarade, une fête. Ils restèrent là, sans bouger, comme des fantômes, jusqu'à 3 heures du matin où ils s'ébranlèrent. Ce fut pour nous la fin de la guerre. Il y avait eu en somme 2 colonnes d'Allemands. Des camions puis des chevaux. Ils cantonnaient le jour et voyageaient surtout la nuit à cause des avions. Ils firent beaucoup de mal dans le village. Parmi les premiers arrivés, ceux qui précédèrent la première colonne pour occuper le village, il y avait des Mongols, mais mêlés aux autres. Il n'y eut pas ici à Charmes de tués, dans toutes les fusillades du 26, mais de grands dégâts matériels. Les maisons vides, presque toutes, furent pillées encore plus que la première fois. Il faut avoir pénétré dans ces maisons peu après pour pouvoir imaginer l'invraisemblable horreur de ces maisons après leur départ. Tout par terre, tout mélangé, tout sali ignoblement, des masses de choses volées, d'autres détruites ou lacérées. Il y avait des camions que l'on chargeait de choses pillées. Dans les maisons, on ne savait où marcher, car le contenu des armoires ou ce qu'il en restait occupait tous les planchers. Là-dessus, on avait jeté de la confiture, des immondices, des coquilles d'œufs ou des œufs entiers. Il y eut beaucoup de destruction systématique. Les portes, même non fermées, forcées, arrachées, les appareils ATSF ou détruits ou pris, les bicyclettes disparues, les provisions mangées ou emportées ou gaspillées exprès. Même là où il y avait des gens,
les provisions disparurent en général. Tout cela était ignoble. Ils montrèrent une vraie science de la destruction et de la saleté. Aussi, Madame Maubert put-elle dire avec raison aux officiers allemands « Vous avez déshonoré l'armée allemande avec vos Mongols et vos pillards ». Il y eut donc beaucoup de destruction par le pillage. Il y eut aussi des maisons incendiées. Maintenant, il me reste à dire 2 mots de ce qui arriva à Louis en notre absence. Quand il entendit la mitraillade et comprit que les Allemands étaient là, il se sentit comme pris dans une trappe. Il monta dans sa chambre et de ses petites fenêtres vit les Allemands arriver, l'air terrible, des grenades à la main. Il entendit des obus tout près. Il alla à la cave. Une fois, il crut entendre des pas dans la maison. Il eut tout ce jour-là l'impression que son arrêt de mort était prononcé et même que Satan triomphait. Chose étrange, ni le samedi ni le dimanche, aucun Allemand n'essaya même d'entrer ici, alors que les maisons voisines étaient envahies. Enfin, le lundi matin, avant 5 heures, Louis entendit frapper à la porte de la cuisine des réfugiés. Il y alla. Un carreau déjà était cassé. Il ouvrit. C'est alors qu'il offrit la salle et obtint la protection des officiers sur la maison. C'est ce soir-là, vers 5 heures, que je rentrai. Après, Louis alla beaucoup chez les Winard, qui logeaient un Allemand assez sympathique et fort découragé, qui cherchait à se rendre. En général, leur moral était mauvais. Il y en eut un officier blessé, qui dit à Louis « On tient debout on ne sait comment ». Il refusa de s'asseoir. 2 arrivaient de Montélimar. Ils avaient franchi le Rhône par acrobatie sur un pont détruit. Ils étaient complètement désespérés. Louis amena, après le départ des Allemands, 3 prisonniers à la mairie. Le vendredi matin, 1er septembre, Louis était allé au village, comme à l'ordinaire, prendre contact avec les autorités. Il arrivait au coin de la route de Saint-Georges, près de la pompe, quand il vit des autos militaires arriver. Il regarde et reconnaît des Français. Il était le premier du village à les avoir vus, à leur avoir parlé. Il les prévint qu'il y avait des ruines à Soyons, du reste il le savait. Louis vint nous appeler et nous allâmes sur la route causer avec eux, leur offrir des pêches et du raisin. Ils avaient une excellente tenue. Des drapeaux sortirent aux fenêtres. L'après-midi, Louis amena Madeleine sur la route. Elle causa avec des soldats français arrêtés. Louis lui fit embrasser l'un d'eux qui lui donna des bonbons et des petits sachets de café. Dès le premier jour, on sut que M. Léroy serait nommé maire. Il y eut même une sorte d'élection qui fut ensuite confirmée officiellement. L'un des premiers actes ou le premier acte de la nouvelle municipalité fut de faire un ordre du jour où, entre autres choses, elle remerciait Monsieur le pasteur d'Allières et Madame Maubert. Depuis, que de fois n'ai-je entendu dire que Louis avait sauvé telle ou telle personne, ou sauvé le village, ou sauvé Saint-Georges. Dans la première venue des Allemands, je crois, en effet, que son rôle a été très important. Fini le 25 septembre 1944. Le monument aux morts du village de Charmes, situé au cimetière, porte l'empreinte émouvante de la Deuxième Guerre mondiale, avec 7 noms gravés dans la pierre, témoignant du sacrifice de ces hommes. Au sein de la communauté de Charmes, 13 vies ont été tragiquement perdues, 8 parmi elles étant des civils et 5 des valeureux militaires. Ce monument demeure une touchante expression de mémoire, rappelant à tous le prix élevé payé par cette petite communauté pendant cette période tumultueuse de l'histoire.